Je dormais pas, je débriefais. N'importe de grand format. J'adore les grands formats. Après une première saison consacrée à Jeffrey Dahmer et une deuxième aux frères Eric et Lyle Menendez, la série d'anthologie Monstre est revenue sur Netflix pour une saison 3, début octobre. Elle est consacrée cette fois au tueur en série Ed Gein, joué par Charlie Hunnam à l'écran. Alors je sais que certains l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Il y a effectivement beaucoup à en dire. Voilà. On va commencer avec l'autre nouveauté de Superstream. On reprend nos petites ardoises. Et je vais vous demander un mot pour qualifier cette saison. C'est dur. On peut pas avoir 2 mots. J'avoue qu'un mot c'est difficile. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Oh, dis donc, la reine de la synthèse, elle va se calmer. Je suis désolée, mais on a des règles. Oh, j'ai vu ton mot. Ça a mal se termine. J'ai cru que t'avais écrit prout. Non, c'est pas slow c'est slow horses, ouais. Mais c'est avec quelque chose, c'est prout. C'est pas. C'est pas juste décoratif. Est-ce qu'on peut passer ça? Oh là là. Attendez, parce que c'est rendons hommage aux ingé sons quand même. C'est la nature. J'ai fait comme mon fils. J'ai pas laissé assez de place pour toutes les lettres. Allez, on retourne les ardoises. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Provoque, Juliette. Regardable. Stéphanie, je suis désolée, mais j'arrive pas à lire. Performance. Indigeste. Marque indigeste, inoubliable. Et moi, je vais finir sur un irregardable. Est-ce que vous pouvez arrêter de juger mon mot? Est-ce que j'ai jugé vos mots? Alors, on ne juge pas. J'ai jugé mon prout. On ne juge pas. On va en parler dès maintenant. Eh ben, allez, Émilie, c'est toi qui ouvre le bal. Puisque tu as trouvé cette saison 3 de Monstres inoubliable. Tu vas nous dire pourquoi? Alors, très clairement, ce que j'ai vu, je ne pourrai jamais l'oublier. Déjà, au sens premier du terme, inoubliable, c'est que les scènes, la réal, la performance de Charlie Hunnam, tout l'ensemble, l'histoire que je connaissais peu, je ne pourrais jamais oublier cette série, très clairement. Voilà, je l'attendais avec impatience, avec beaucoup d'impatience. J'ai même regardé plusieurs fois la bande-annonce, si je suis totalement honnête, en me disant, moi je suis très, je regarde beaucoup de documentaires et de séries de faits divers. Je lis beaucoup de livres aussi. Et j'avais trouvé la bande-annonce déjà absolument scotchante. J'avais adoré Dahmer, j'avais adoré les frères, la série sur les frères Menendez. Je suis en plus très 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 cliente de Ryan Murphy. Et en général, je suis pas du tout objective quand il s'agit de Ryan Murphy. Même quand c'est pas bon, j'arrive toujours à trouver du bon. Là, j'y suis allée en me disant, donc j'attendais. Et en vrai, je pense que je dois être la seule autour de la table. Et j'ai pas été déçue. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on parle quand même d'un tueur en série qui a tué des gens, déterré des cadavres, qui pratiquait la nécrophilie, qui découpait donc la peau des gens pour s'en faire des costumes et qui faisait plein de trucs. Voilà, pas bien du tout. Mais vraiment, en fait, j'ai été happée par cette histoire. J'ai trouvé les parallèles avec notamment la pop culture et comment les crimes ou même la personnalité de Ed Gein ont pu influencer la pop culture ou de nombreux films, puis même d'autres serial killers. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai trouvé intéressant aussi le côté où il a pris des partis pris, et il a même raconté des choses qui ne se sont pas passées pour le bien de sa série. Je trouvais ça très bien écrit. Personnellement, j'ai trouvé que la réal était incroyable. Il y avait vraiment des moments où j'étais là, où je me disais waouh, il y a de la qualité. Enfin, à mon sens, j'ai trouvé vraiment la réal folle. Et puis, que dire de Charlie Hunnam, quoi. Vraiment, il n'y a pas une scène où il n'est pas à la fois, il est à la fois perturbant et touchant. Il est parfois drôle. Parfois, t'as envie de le prendre dans tes bras, puis d'autres moments, t'as envie de dire, mais en fait, non, si, en fait, il m'a touché à certains moments. Et c'est pas le seul, en fait. Je trouve que le casting dans son ensemble est fou. Je trouve que le travail de reconstruction est complètement dingue quand on regarde les photos entre notamment sur la maison ou sur ce qu'il a pu faire, ce qu'il avait dans sa maison, ce qu'il y avait et ce qu'il montre dans la série. Voilà, c'est un vrai travail de fou. Et je vais même vous dire, et ça va peut-être vous surprendre, mais donc j'ai fini de la regarder hier soir parce que très clairement, à l'inverse de toute autre série que j'ai pu voir de toute ma vie, je n'ai pas pu la binger, parce qu'il me fallait un petit peu de temps. Et donc j'étais avec ma compagne et je lui dis, écoute, il va falloir que je la revoie en fait. Il va falloir que je la revoie parce qu'il va falloir que voilà, j'ai trop de choses, il s'est passé trop de choses, il faut que je la revoie. Et elle m'a dit, bah écoute, moi aussi j'ai envie de la revoir et je la reverrai avec toi. Alors que elle, pour le coup, les trucs de faits divers, c'est pas du tout son truc. Donc je trouve que l'objet sériel est dingue et voilà. Et je
je la reverrai avec plaisir. Enfin, avec plaisir, entre guillemets. Je vais passer la parole à Stéphanie, qui était l'autre personne qui attendait avec énormément d'impatience cette saison 3 sur Ed Gein. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis vraiment extrêmement mitigée, déçue pour le coup. Je suis d'accord sur Charlie Hunnam et c'est les 2 points positifs moi que j'ai aimés dans cette série. C'est sa performance qui est juste incroyable. Il mérite un prix, il est formidable. Il est vraiment tout, sa voix, sa gestuelle, les nuances qu'il apporte au personnage et toutes les scènes qu'il concerne, c'est son histoire à lui, quand ça se passe à son époque. Tout le reste, mais franchement, des fois j'étais énervée. C'est pas ton genre de t'énerver devant une série. Jamais. Parce que, en fait, de temps en temps j'aime bien Ryan Murphy, de temps en temps vraiment je l'aime pas. Et là, j'ai eu les 2 sensations, c'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment à un truc comme Dahmer, c'est-à-dire très sobre, réaliste, factuel. Et là, en fait, il y a des choses qui sont factuelles et il y a des choses qui sont complètement mensongères, mais mensongères, c'est-à-dire c'est même pas une interprétation, c'est mensonger. C'est une série, hein, juste pour rappeler. Tu fais référence à quoi, par exemple, Steph ? Par exemple, dans le dernier épisode, toute cette histoire que Ed Gein est un peu le père des tueurs en série, c'est faux. En fait, il n'a pas eu tant d'influence que ça sur les tueurs en série. C'est pas vrai. Par exemple, on voit Ted Bundy, aucun rapport. Ted Bundy, il a commencé très jeune à avoir des déviances. C'est plus des trucs de... En fait, on ne devient pas tueur en série parce qu'on est fan d'un tueur en série. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la tête d'expliquer aux gens dans cette série-là. Vous savez qu'un tueur en série peut influencer d'autres tueurs. En fait, c'est pas un truc que t'as en toi. Donc déjà, j'étais très en colère par rapport à Ted Bundy, l'espèce de truc Mindhunter, qui n'ont jamais interrogé Ed Gein. Donc pourquoi tu viens mettre Mindhunter là-dedans, en fait pourquoi ? Ensuite, il est pas respectueux. Je trouve qu'il projette ses propres fantasmes, en fait. Dans la série, il sexualise tout. Comme la plupart de ces séries, d'ailleurs. Mais sauf que Dahmer, il n'avait pas fait ça et il avait matière à le faire. Il aurait pu faire plein de scènes de sexe entre Dahmer et ses mecs, etc. Il l'a pas fait. Ouais, là, il rajoute des scènes de sexe qui ne servent à rien, en plus. Celle, par contre, de la nécrophilie, je trouve... C'est très curieux parce que ce qui pourrait être vraiment glauque, atroce et tout de mauvais goût, il le fait bien. C'est sobre. Par exemple, la scène de nécrophilie, je le trouve est très sobre et très bien faite. Par contre, la scène, alors je spoil, c'est la fin, mais la scène de sexe dans la prison entre Richard Speck et un inconnu ne sert à rien. Le mec se fait plaisir, ça n'apporte rien au récit. Et je me dis, mais en fait, et puis alors tous ces beaux mecs, ils sont tous beaux. Encore une fois, comme souvent dans les séries de Ryan Murphy. Richard Speck, il est pas ultra beau. Non, mais ça, il est, tu vois, c'est pas non plus un mec qui te fait trop peur ou genre le flic. Qui a 3 gosses, là, 3 ou 4 gosses. Excusez-moi, mais genre, il a 25 ans, ce mec, c'est un mannequin, en fait. Juliette, c'est ce qui t'a dérangé, je crois, avec le... Alors, si seulement il y avait que ça. Entre autres, avec le choix de Charlie Hunnam et son physique, notamment. Pauvre micro, je ne t'en veux pas. Alors, Charlie Hunnam, je mettrais un petit astérisque. C'est-à-dire que Charlie Hunnam, je ne peux que être d'accord avec ce qu'ont dit les filles, c'est-à-dire qu'il fait une performance qui est incroyable. Le travail sur la voix, le travail sur la gestuelle, c'est incroyable. Ce qui m'a dérangée, c'est que, en fait, Charlie Hunnam, on le voit évidemment beaucoup dénudé. Ouais. Et en fait, c'est un peu l'archétype de ce qui se passe avec les autres personnages, à savoir que tout le monde est beau gosse. Et que quand on regarde la réalité des choses, et que l'idée, c'était quand même, effectivement, comme disait Steph, moi, j'attendais une forme de réalisme. Donc, du coup, on te plonge au fin fond du Wisconsin, de ces gens qui sont quand même globalement désargentés, qui n'ont pas trop les moyens et tout, mais tout le monde est archi beau gosse, bien coiffé, bien propre et tout. Charlie Hunnam, il a dit qu'il avait perdu du poids pour la série, mais sauf qu'en fait, et c'est parce que Ed Gein, sa femme, était affamée à l'époque. Ok, mais sauf qu'en fait, le gars, à côté de ça, il est allé à 4 heures par jour à la salle, parce que moi, les abdos comme ça, c'est pas les mecs qui mangent pas, qui font pas de sport et tout. Pareil, le personnage de Adeline, qui est censé être sa fiancée,
quand on voit la Adeline qui est une petite poupée magnifique qu'on nous présente. Alors je pense que l'idée c'était aussi de créer un contraste entre cette jolie jeune fille toute blonde bien qui a l'air bien sous tout rapport et qui en fait est complètement tordue aussi. Mais du coup on l'a fait très belle. Pareil pour les flics, tu l'as dit. Pareil pour Isle Corr, l'allemande qui aurait inspiré Ed Gein. Enfin voilà, tout le monde est super beau. Enfin Vicky Crisp, l'actrice qui la joue, c'est vrai qu'elle est très très belle, hein. Mais en fait c'est pas ça qu'on veut montrer, hein. Ouais, que même la période où elle est en prison, elle a pas si mauvaise mine, hein. Mais pour le coup, Isle Corr ressemble un peu à Vicky Crisp. Autant je suis d'accord avec toi. Non, ah bah non, les photos en vrai, tu regardes. Moi je trouve pas. De loin, hein. Ouais. Un petit peu en plissant un peu les yeux. Adeline, je suis totalement d'accord avec toi. Adeline dans la vraie vie, c'était pas Kate Moss quoi. Mais moi il y a comme toujours, non, il y a pas que ça, et puis il y a un vrai rapport, comme disait Steph, il y a un vrai problème du rapport au corps et du rapport à la sexualisation dans ces séries. T'as raison, la scène de nécrophilie. Alors moi j'ai eu du mal à la regarder, soyons honnêtes, mais c'est aussi parce qu'elle était probablement bien faite. C'est dur. C'est dur à regarder, mais par contre on a un problème de longueur sur certaines scènes, et notamment la scène de la nécrophilie. Pour moi, c'est une scène qui est trop longue. Il y a des choses qu'on a compris, il y a des choses où il les provoque, hein, Ryan Murphy et Ian Brennan, qui est quand même son grand acolyte, parce que c'est pas la seule série qu'ils font ensemble, ils font Feud aussi ensemble. C'est quand même ils ont un rapport à la crudité qui pour moi est pas toujours nécessaire, ni dans la violence ni dans ce qu'on montre, hein. À un moment donné on nous montre la petite boîte de vulve séchée de Ed Gein, mais en fait quand Hitchcock la présente à Anthony Perkins, il dit ce que c'est. Est-ce qu'on a, et la tension, honnêtement moi j'étais dans la scène, j'étais dans la tension de le voir ouvrir la boîte, faire cette tête, parce que le travail de l'acteur est super intéressant, où il y a un effet miroir, et en fait à travers ses yeux tu vois pas ce qu'il y a dans la boîte, mais tu te dis c'est horrible. Quel était le besoin de faire un contre-champ pour dire une vulve séchée ça ressemble à ça. Je n'en avais vraiment pas besoin, et ça en fait c'est un exemple sur un truc qui nous a fait 10 fois là dans cette saison. Oui, force le propos, en fait, comme si on comprenait pas quoi. Voilà, et moi j'ai un autre problème aussi sur le rapport effectivement à la réalité de ce qu'a été Ed Gein, de ce qu'il a inspiré, pas inspiré, et notamment on parlait du personnage de Vicky Crisp, donc qui est un personnage qui a vraiment existé, donc voilà, elle a vraiment été condamnée au procès de Buchenwald pour atrocité contre les juifs enfermés au camp de concentration, hein. Mais en fait, on part dans un fantasme de ce que Ed Gein aurait projeté ou pas sur elle. Et notamment, moi, dans l'épisode 2, il y a ce grand plan où il est dans un champ enneigé, où il est tout seul sur son tracteur. Et d'un coup, il y a une centaine, 200, 300 juifs qui courent dans leur tenue de camp de concentration, alors que l'épisode d'avant, on t'a dit que leur peau servait à faire des lampadaires. Et ils courent, ça hurle et tout. Et je n'ai pas compris l'intérêt, je n'ai pas compris en quoi ça servait. C'est trop long, ça ne m'aide pas à comprendre ce qu'est Ed Gein ni ce qu'elle avait dans la tête. Il y a d'autres scènes qui m'ont aidé à le comprendre. Ça ne m'aide pas. Et j'ai l'impression qu'on exploite un truc, pour le coup, c'est même pas du voyeurisme le mot, mais on va replonger dans un trauma et on fait trauma sur trauma sur trauma. Et là, ce n'était pas nécessaire. La série est assez traumatisante comme ça. On n'avait pas besoin de rajouter ça là-dedans. L'histoire de Isle Corr, je ne sais pas exactement comment ça... Ilse Corr. Elle est super intéressante en soi, et si j'ai bien compris, effectivement, il lisait les comics qui parlaient d'elle, etc. Et c'était intéressant de raconter ça. Mais il pouvait le faire d'une autre façon. Il pouvait le démontrer différemment aussi, quoi. Mais moi, voilà. Et il y a un truc, le dernier truc qui m'a vraiment dérangé, excusez-moi, c'est l'hypocrisie de Ryan Murphy. Ryan Murphy nous fait quand même une putain de leçon de morale sur toute cette série, à savoir que on a exploité Ed Gein, que Hitchcock a fait des films sur lui, que Massacre à la tronçonneuse l'a exploité, et tatati, et on te dit, et c'est pas bien. Et toi, et on te dit, toi téléspectateur, c'est pas bien non plus, parce que tu regardes et que tu peux pas t'empêcher de regarder. Mais regardez ma série. Mais regardez ma série et regardez la thune que je vais me faire sur ma série. Et il dit, moi j'ai compris le vrai Ed Gein, donc par rapport à Hitchcock, par rapport à Massacre à la tronçonneuse, moi, j'ai la bonne vérité, mais par contre, vous êtes des voyeuristes. Et honnêtement, moi, la série, je l'ai vraiment regardée parce que le podcast, hein, sinon, merci, mais non merci. Mais je peux comprendre qu'on s'intéresse à ce genre. Mais viens pas nous dire, vous regardez ma série, vous me donnez beaucoup d'argent, les gars,
mais c'est vous les tarés. Ça, Ouais, c'est d'une hypocrisie. Juste par rapport aussi, par rapport, excuse-moi. Parce que Marc n'a pas encore parlé, les filles. Presque. Je Mais parle pour juste le après. côté pop culture, pareil, j'ai trouvé ça de réduire Anthony Perkins et Hitchcock à ça, ou même les réalisateurs à ça. J'ai trouvé ça pas correct en fait, parce que. Mais ils allaient pas faire l'autobiographie la biographie. Non, de... c'est pas ça. Mais en fait, si tu veux réduire Hitchcock à un pervers qui Psychose, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du cinéma qui a changé le cinéma, en fait. C'est pas juste un mec qui était pervers et qui regardait par le trou d'une serrure. Et en plus, c'était pas que par rapport à Ed Gein. Donc, je sais pas, il mélange tout, en fait. Soit tu le mets, et alors ces prothèses, en plus, on en parle, c'est quoi je me suis vraiment posé la question, si vous voulez, parce qu'il y a des trucs à des moments qui sont grotesques. Genre sa mère, par exemple, est grotesque. Ouais. Hitchcock est grotesque. Est-ce qu'il a voulu renforcer ça en lui mettant un maquillage vraiment mal fait ? Parce que j'ai pas compris tout de suite que c'était Hitchcock. Alors, donc, je récapitule. Émilie a adoré. Juliette et Stéphanie ont été très déçues. Marc, on en est où ? Alors, je vais rejoindre Émilie sur un point au moins, qui est sur le fait qu'effectivement, pour moi, ça m'a intéressé le fait de lier la pop culture et ces œuvres-là à Ed Gein, même s'il y a une part de falsification, on va dire. Je trouve que la façon dont c'est fait dans les 4 premiers épisodes, c'est quand même assez malin et c'est assez jouissif de voir ces allers-retours. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça s'arrête quasiment à la fin de l'épisode 4. Alors, à l'épisode 6 ou 7, je crois, on a un clin d'œil au Silence des agneaux, avec une scène que je trouve vraiment copier-coller en mode je vous la mets parce que j'ai oublié le Silence des agneaux. Ah merde. Allez, la musique. Donc la musique commence à démarrer, la fameuse musique. Ah oui, moi j'ai adoré ce moment justement, le copier-coller. J'ai trouvé mais il est vraiment au chausse-pied, tu vois, genre merde, faut que je le mette là. Hop, puis après on n'en parle plus. Après on revient plus dessus. Alors que Psychose et Massacre, on revient dessus, tu vois. Mais parce qu'il y avait peut-être moins de choses à dire, effectivement. Peut-être. Mais du coup, ça sent un peu le truc. C'est comme Mindhunter pour moi à la fin. Remettre Mindhunter. Le chausse-pied. C'est vraiment le chausse-pied. Genre, oui, mince, sur Netflix. Alors, je vais faire un clin d'œil. Voilà. Vraiment, qui est pas très utile et qui apporte pas grand-chose. Mais par contre, dans les 4 premiers épisodes, je trouve que c'est assez malin et je l'avais pas vu venir. C'est en fait, quand d'un coup, on voit Hitchcock avec sa femme, avec Alma et du coup, l'auteur du livre Psychose, je me suis vraiment dit, genre, mais là, on est dans quoi en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je pensais que c'était un clin d'œil et que ça allait s'arrêter là. Et non, ça dialogue, en fait, la fiction dialogue tout le temps avec celle qu'elle a inspirée. Enfin, en tout cas, Ed Gein dialogue avec ces fictions-là. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, j'ai mis indigeste parce que, comme disait Juliette, mais il y a trop de choses. Il a tout mis, en fait. Il a mis à la fois un commentaire sur la violence, mais en même temps, il nous fait de la violence. Il a mis, effectivement, trop de personnages beaucoup trop clean et beaucoup trop d'histoires. Effectivement, l'histoire sur les Juifs et les camps de concentration, ça prend trop de place. Ça prend beaucoup trop de place et puis c'est fait de façon très maladroite. Enfin, vraiment super maladroite. Pour moi, c'est choqué pour choquer. Oui, et puis on n'a jamais eu de preuve qu'il a eu cette vision non, des. Il était juste intéressé par les nazis, mais par contre, apparemment, la chaîne de Buchenwald a vraiment fait ça en fait. Donc moi je trouve que le parallèle justement est super intéressant. Il y avait peut-être une autre manière de le raconter, d'en parler en fait, de l'évoquer. Et je pense qu'il n'était pas obligé d'aller dans la provoque et dans le choc à ce point-là. Après c'est le parti pris total. Enfin pardon, Marc, c'est le parti pris de la série dans son ensemble en fait. Donc et moi je trouve ça au contraire. Tout à l'heure tu disais oui, mais moi je voulais voir Dahmer, mais en fait si tu veux voir Dahmer, regarde Dahmer en fait. Non, et justement, je voulais dire. Oui, mais justement, moi, c'est ça que je trouvais intéressant dans cette saison-là, c'est que c'est pas du Dahmer. On va pas te donner un truc vraiment factuel. C'est pas du frère Menendez où on va te mettre de la pop et te donner 2 points de vue différents. Là, en fait, c'est un autre traitement d'un autre fait divers qui n'a rien à voir. Et tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais on peut admettre que ce nouveau traitement est beaucoup plus fantasmé. Il est beaucoup plus dans la projection que dans le réalisme, qui était le brief de la série Monstre à la base. Et les frères Menendez, ça a été fait de façon assez intelligente pour dire, en fait, il y a point contre point, on était d'accord ou pas sur le fait que c'était utile ou pas de pas donner de réponse à la fin, mais on te dit point de vue contre point de vue. Mais du coup, l'idée, c'était de dire, on n'a pas de vérité absolue, mais voilà ce qu'on peut adopter. Dahmer, il y avait une forme de réalisme. Là, on peut quand même admettre que ce traitement ne rentre pas dans le brief initial de Monstre, à savoir suivre un tueur en série, vraiment dans ce qu'il a construit, etc., etc. Il le suit pas assez. Et tu vois, typiquement, la reconstitution de la scène de douche, je trouve que c'est typiquement ce qui va pas chez Ryan Murphy. T'as une scène iconique où justement, ce qui est intéressant, c'est que tu ne vois pas le couteau rentrer dans la chair, etc. Et là, il te fait un truc où tu vois bien le couteau qui rentre, où t'as le sang qui dégouline.
Ça n'a plus de sens. Oui, mais après, ça revient avec ce truc très outrancier chez lui de utiliser les symboles d'Hollywood et en fait, vraiment de les pousser au curseur au maximum. Il les détourne. Il les détourne. Tu vois, il y a un côté parodique presque. Il y a un côté grotesque. Et ça, à la limite, ça me dérange pas parce que c'est dans le cadre de la fiction. C'est méta, en fait. C'est la fiction dans la fiction, donc ça me dérange moins. Ça me dérange beaucoup plus quand c'est les juifs en tenue de concentration qui courent comme des zombies autour de la maison d'Ed Gein. En fait, il y a un truc où je me dis, là, on n'est plus dans la fiction, là, on est dans un truc, un vrai drame. Après, tu vois, s'il avait juste fait les deux qui courent d'un coup et qu'il n'y avait rien d'autre, tu vois, là, tu te dis, ah ouais, ok. Mais là aussi, il pousse les curseurs très loin, vois. en fait. Et du coup, juste pour revenir à ce qu'on disait, c'est que, j'ai l'impression que quelqu'un qui a déjà fait ça, c'est la zone d'intérêt, c'est Jonathan Glazer. Il a fait de façon beaucoup plus intelligente. Alors, c'est évidemment pas du tout le même projet artistique, mais en fait, il suffisait de faire très peu, en fait, de montrer très peu de choses. C'est ça. Mais effectivement, Ryan Murphy et Anne Brennan, c'est pas leur truc. Ah non, la légèreté, la suggestion. Non, donc du coup, quand on a les estomacs un peu fragiles, comme certaines personnes, on peut trouver ça indigeste. Nonobstant, je suis d'accord avec Émilie, il y a des trucs quand même de mise en scène et des raccords et des choses où je me dis, il y a quand même du talent, c'est évident. La photo, etc. Il y a du talent technique, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est le propos. Et c'est comme disait Juliette, effectivement, ce côté très hypocrite de dire je vous fais une série qui commente la violence de l'Amérique. Il y a des personnages qui disent littéralement cette Amérique, c'est plus la même. Ouais. Tu vois, et je lui dis bah oui, on a compris, Ryan, c'est ça que tu nous dis. Ouais. Et on vous en est parlé avec l'Amérique d'aujourd'hui, j'imagine, et tout ça. Mais en fait, il y a un moment, arrête d'être hypocrite. Tu aimes bien nous montrer du sexe, de la violence. Et puis après, un peu nous mettre le nez dans la merde en disant vous voyez, vous aimez ça. Et pour moi, il l'assume totalement. Ça, non, mais tu vois, il assume le fait que lui-même fait partie du truc, en fait. Je suis pas sur ça, je suis pas d'accord avec vous. La thune, il la reverse à personne, je crois. Bah non. Alors, parce que vous avez évoqué, vous êtes revenus chacun sur Dahmer, sur les Menendez, etc. Donc pour un peu conclure sur cette saison 3, vous allez classer les saisons. Je pense que ça va pas vite. Ouais, mais c'est pas les mêmes séries, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les mêmes séries. Il a qu'à changer le nom et faire une nouvelle anthologie. Oh là là, mon Dieu. Bah déjà, je sais qu'en 3, je mets eux. Là. Et ensuite, brièvement, on évoquera la saison 4, puisque celle-ci est déjà commandée. Je sais pas. Tu m'aides pas, Laurence. Oh là là, je suis pas là pour t'aider. Attends, j'ai pas fait Allez, je vais quand même faire ça. Peut-être. Je peux pas faire un bis? Non. Est-ce que je fais ça? Allez. Donc, Steph, 1 Dahmer, 2 Ed Gein, 3 Menendez. Juliette. Moi, je suis comme Marc, je suis archi basique. Je fais dans l'ordre de sortie des. Et toi, j'ai fait comme Steph. J'ai fait comme Steph, mais sans conviction. Donc, vraiment, je suis à ça de mettre Ed Gein. Parce qu'il faut que je le regarde une deuxième fois. Pour moi, c'est Charlie. Dahmer, c'était la meilleure. Ah, Dahmer, moi, j'ai trouvé ça excellent. Vraiment. Mais parce qu'elle est fan de Dahmer. Non, mais justement, j'en attendais vraiment beaucoup et j'aurais pu être déçue. Et au contraire, je trouve qu'il a été. J'ai été très étonnée de sa sobriété, quoi. Et là, il est sobre pour les scènes de. Je trouve quand même comme les scènes d'Ed Gein, c'est sobre en fait. C'est pas de mauvais goût. Et s'il y avait eu que ça, en fait, et c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. S'il y avait eu que l'histoire d'Ed Gein, juste lui comme ça, je pense que ça aurait pu être une bonne série, quoi. Et moi, je trouve quand même que les Menendez, qu'on avait pas mal critiqué, je crois, l'an dernier, possédaient quand même aussi des arguments pour montrer que c'était aussi une saison de qualité et surtout un épisode. Le fameux épisode 5. Ce qui, toi, t'as manqué cette saison. Ouais, voilà, en fait, ça m'a manqué un peu. Je me suis dit, tiens, à un moment, il va vraiment nous retourner la tête. Et en fait, finalement, non. Et je suis un peu déçu par les derniers épisodes de Ed Gein. Je pense que j'aurais pu basculer. Après, le 4e, je me suis dit, bon, pour l'instant, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Peut-être je vais le préférer au Menendez, on va voir. Le dernier est vraiment. Le dernier est une catastrophe. Le dernier est une catastrophe. Je suis pas d'accord. Le dernier, c'est pas possible. Cette idée, la danse dans le couloir, sans déconner. Un des dernières scènes, quand même, donc on spoil, c'est donc cette espèce d'idée que Ed Gein, en arrivant vers le couloir vers l'enfer. De l'enfer ou du paradis selon lui. Quel paradis en fait en haut. En fait, tous les serial killers qui supposément l'admirent sont à côté pour lui dire tu es génial, bravo. Il claque la bise. Voilà. Et sa mère qui lui dit bravo, je suis fière de toi. Et oui, parce qu'en fait tout ça c'est ça, ça fait plaisir à maman. C'est juste l'histoire en fait. Mais voilà, donc tout ça c'est ridicule. C'est même pas vraiment drôle en fait. Enfin, ça aurait pu être vraiment outrancier au point d'être drôle. C'est juste gênant, quoi. C'est même pas beau. Et non, c'est pas beau. Non. En plus. Bon, on verra quel traitement, du coup, il choisit pour la saison 4, puisque la saison 4 de Monstres est déjà commandée et même déjà dans les tuyaux. Elle sera centrée cette fois sur une femme, Lizzie Borden, qui a été accusée puis acquittée, je crois, du meurtre de son père et de sa belle-mère à la hache en 1892. Voilà, donc autre crime, autre personnage.
Voilà, on verra quel traitement il choisit. Je sais pas comment il va faire sans pouvoir mettre des pectoraux huilés une scène sur deux. Je lui fais confiance pour trouver un moyen. Voilà. Ouais. Allez, histoire de se détendre après tout ça, on va rejouer. C'est la deuxième partie de notre jeu L'appel et un ami. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Encore ? Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie.